Bienvenue sur Washington Forum. Khalil Gay à Washington pour vous servir. La pire des épidémies d'Ebola de l'histoire continue de gagner du terrain, emportant avec elle encore plus de vies. Hier, l'Organisation mondiale de la santé annonçait 3500 cas confirmés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria et plus de 1900 décès. Rejoignez-nous pour une enquête menée à partir de la ligne de front de la guerre contre Ebola. Les experts de la santé avertissent que le monde est en train de perdre la bataille contre le virus Ebola. Au Libéria, le système de santé s'est effondré sous la pression de la maladie. Les essais de vaccins sur les humains ont commencé, mais que faire en attendant? Washington Forum examine cette phase critique de l'épidémie. Washington Forum. Cette semaine, un vaccin expérimental sera administré à un petit groupe de volontaires à l'Institut national de la santé dans la banlieue de Washington, D.C. Un autre vaccin sera bientôt testé au Canada. Ce sera le premier test sur un humain, mais nous faisons aussi face à de sévères avertissements sur les besoins immédiats d'endiguer l'épidémie d'Ebola. Suivons le reportage de Camille Grosdidier. Le vaccin mis au point ici aux États-Unis contre le virus de l'Ebola protège des singes. Les scientifiques doivent d'abord déterminer comment des personnes saines réagissent à ces médicaments. Le docteur Anthony Fauci des Instituts nationaux de la santé des États-Unis va superviser ces essais. Il s'agit de parvenir à un équilibre entre la nécessité d'obtenir un vaccin potentiellement efficace aussi rapidement que possible et en même temps de structurer cela de façon à recueillir des renseignements utiles pour savoir si ça marche ou pas, ou même si c'est nocif. Si un essai élargi est justifié, il commencera début 2015. Le docteur Fauci espère que d'ici là, la crise en Afrique de l'Ouest sera jugulée, car même si le vaccin s'avère efficace, il ne représente pas une réponse à la situation actuelle. L'épidémie fait rage. Nous n'avons pas de vaccin, donc c'est une question hypothétique. Nous n'avons pas de médicaments, donc c'est une question hypothétique. À l'heure actuelle, nous pouvons uniquement contrôler les infections, isoler les malades, mettre en quarantaine et rechercher les contacts. Voilà ce qui permettra de juguler cette épidémie. Mardi, le docteur Tom Frieden, directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, les CDC, a confirmé que la situation en Afrique de l'Ouest est critique. Néanmoins, on espère encore pouvoir enrayer l'épidémie, a-t-il dit, à son retour d'une tournée au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Nos options s'amenuisent vraiment. On ne saurait exagérer la nécessité d'une action urgente, d'une réponse urgente pour offrir un accès aux soins à un plus grand nombre de patients, pour faire davantage dans les communautés, procéder à des enterrements sûrs. Toutes ces mesures contribueront à maîtriser cette épidémie. L'ONG Médecins sans frontières a déclaré cette semaine que la capitale du Libéria, Monrovia, est la ville la plus touchée, le personnel médical ne pouvant plus faire face au nombre croissant de patients. Les centres de traitement d'Ebola ne sont plus que des endroits où les gens viennent mourir seuls, où l'on n'offre guère plus que des soins palliatifs. Il est impossible de traiter toutes les personnes infectées qui arrivent dans nos locaux. En Sierra Leone, des corps porteurs du virus pourrissent dans les rues. Et au lieu de construire un nouveau centre de soins au Libéria, nous sommes forcés de construire des crématoriums. L'un des 2 premiers Américains à avoir contracté le virus à Ebola et à avoir reçu un traitement expérimental, le médicament SMAP, la missionnaire Nancy Wright-Paul a déclaré à la presse: On nous demande en général, qu'est-ce qui vous a sauvé à votre avis? Était-ce le ZMAP? Était-ce la qualité des soins? Était-ce le personnel médical au Libéria et aux États-Unis? Est-ce que ce sont ces médecins et infirmiers qui ont contribué à vous sauver? Ou est-ce que c'est votre foi? Et ma réponse est, c'est tout cela. Nancy Wright-Paul dit continuer de prier pour ses frères et sœurs au Libéria et en Afrique. Camille Grosdidier, La Voix de l'Amérique.
Je passe maintenant à nos invités. En direct avec nous depuis Djerra, en RDC, dans la région même où une épidémie d'Ebola s'est déclarée le mois dernier, M. Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, la RDC. De Genève, nous serons joints par Jean-Clément Cabrol, directeur des opérations de Médecins sans frontières. Et nous aurons aussi notre correspondante à Dakar, Anne Louk, qui d'ailleurs rentre du Libéria. Voilà, commençons par vous, Monsieur le ministre Numbi. Quelle lecture faites-vous de la nouvelle flambée d'Ebola en RDC? Est-elle sous contrôle ou vous attendez-vous à d'autres cas? Merci beaucoup. Je me retrouve présentement à Djerra. En fait, Djerra, c'est ça même l'épicentre de l'épidémie. Et je voudrais rassurer la communauté tant nationale qu'internationale que, tel que je viens de voir la situation sur terrain et la mesure de la riposte, je peux confirmer que nous allons contenir l'épidémie dans le territoire de Boindé. Avec l'équipe présente sur terrain, j'ai lancé ce matin 2 autres opérations. Je pense que ce sera la spécificité de cette riposte. Parce qu'en 2012, lorsque nous avons eu la riposte à l'épidémie d'Ebola au niveau de Siro, la spécificité, c'était la commission, la prise en charge. Voilà donc le docteur Kabange Numbi, la communication est un peu difficile, nous allons essayer de le retrouver. Et je vais passer au docteur Cabrol. Le docteur Cabrol, est-ce que vous êtes avec nous? Docteur Cabrol, MSF vient de déployer en RDC, d'ailleurs, ce qui en fait le 6e pays dans lequel vous êtes actif contre Ebola. Mais la pression sur votre organisation en est à son summum. Comment décririez-vous au mieux cette situation à laquelle MSF fait face aujourd'hui dans les pays dits de foyer primaire? Quel est le plus grand manque auquel vous faites face? Aujourd'hui, principalement sur l'Afrique de l'Ouest, donc sur le Libéria, Guinée, ou la Sierra Leone, le plus grand manque, c'est la présence d'autres acteurs médicaux. Aujourd'hui, nous, il y a clairement une demande d'avoir des acteurs principalement étatiques, avec des capacités de réponse médicale avancées, avec des capacités de ce qu'on appelle de réponse aux désastres biologiques ou bactériens. Donc, en général, de pays qui viennent avec une capacité civile ou militaire. C'est aujourd'hui ce qu'on demande à être déployé, non pas demain, mais aujourd'hui sur les pays les plus touchés, principalement la Sierra Leone et le Libéria. Docteur Cabrol, l'OMS a averti la semaine dernière que 20 000 personnes pourraient être infectées et a annoncé d'ailleurs un plan de réponse à l'épidémie de près de 500 millions de dollars. Est-ce que cela pourrait marcher? Aujourd'hui, ce qui est clair, l'évolution de l'épidémie avance depuis 6 mois maintenant, même beaucoup plus que ça. Depuis les premiers cas étaient recensés fin décembre 2013. Historiquement, on est remonté à là. Donc aujourd'hui, quand on parle de cette épidémie, il y a une forme d'inconnu. Donc aujourd'hui, les moyens qui peuvent être mis, c'est réellement pour traiter aujourd'hui des patients, d'enrayer et de reprendre un coup d'avance sur cette épidémie. Aujourd'hui, on court derrière cette épidémie. Sur les estimations de 20 000 cas, aujourd'hui, on est déjà à 3 500 cas. Clairement, dans certains endroits, c'est probablement sous-estimé le nombre de cas et le nombre de morts. Donc, il est assez difficile de dire l'évolution de cette épidémie aujourd'hui. Merci, docteur Cabrol. À présent, je fais entrer Anne Louk, correspondante de La Voix de l'Amérique, qui vient de rentrer du Libéria. Anne, quand vous vous êtes rendu à Monrovia, la quarantaine de la zone de West Point était toujours en vigueur, mais elle a été levée depuis. Est-ce que ce n'était plus nécessaire? Oui, mais il y a plusieurs versions de cette question. Le gouvernement me dit qu'en fait, eux, ils ont trouvé que la quarantaine, c'était nécessaire pour réveiller les gens, pour que les gens qui habitent à West Point prennent au sérieux l'épidémie. Mais il y avait aussi beaucoup de critiques de cette stratégie par le gouvernement. Alors, il y avait une vraie perception dans les rues de Monrovia que aussi le gouvernement était en train de subir des pressions pour lever la quarantaine et pour essayer de trouver des autres solutions. Justement, Anne, vous étiez sur place. Donc, Anne, nous avons obtenu des informations sur la résistance des populations aux mesures de traitement et d'isolement
au Libéria, ainsi que celles d'infirmières qui sont même allées en grève pour réclamer des équipements de protection. Pouvez-vous nous décrire un peu l'atmosphère à Monrovia et nous dire aussi ce que le gouvernement fait pour apaiser les craintes de la population et contrôler la situation? Oui, à Monrovia, il y a une vraie inquiétude à propos du virus. Côté avec les infirmières, avec les gens qui travaillent dans la santé, c'est vrai, il y a beaucoup de centres de santé qui sont fermés. C'est vrai, il n'y a pas assez d'équipements pour protection pour les infirmières, pour les médecins. Et aussi, il y a beaucoup de soucis parce que les cas, ça monte, la transmission, ça continue. Mais un vrai problème qu'ils rencontrent maintenant, c'est qu'ils ont besoin d'ouvrir encore des centres de traitement, les centres d'isolation. Mais la question maintenant, c'est qui va travailler dedans? Comment est-ce qu'ils vont se protéger dedans? Et si on n'ouvre pas ces centres de traitement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les gens vont continuer à mourir chez eux parce qu'il n'y a pas de place dans les centres de traitement? Merci Anne. Monsieur le ministre Noumi, bon retour sur notre plateau. Et quelle lecture faites-vous de la nouvelle flambée d'Ebola en RDC? Oui, effectivement, j'étais en train de dire que par rapport à la nouvelle flambée, comme je l'ai dit d'abord antérieurement, c'est une épidémie qui est totalement indépendante de l'épidémie qui sévit en Afrique de l'Ouest. C'est la 7e épidémie pratiquement en Afrique au niveau de la République démocratique du Congo. Et les recherches sur l'arbre phylogénétique qui ont été établies démontrent que ce virus est presque à 100% identique à celui qui a causé l'épidémie de 1995 au niveau de Kikwit. Mais je suis sur place à Djera et la façon dont la riposte est en train de se faire, la façon dont la population est en train de participer à la riposte me donne le courage de pouvoir vraiment dire à la communauté nationale qu'internationale que la situation sera contenue dans le territoire de Boindé. Parce que toutes les mesures qui ont été prises sont en train d'être respectées. Et demain, dans 48 heures, le centre de traitement sera opérationnel. Les mesures de quarantaine du secteur de Monsieur le ministre, sont en train. Voilà. Monsieur le ministre, parlons un peu de l'annonce selon laquelle des essais humains sont sur le point de commencer pour trouver un vaccin. Et le ministre, voilà, nous avons perdu le ministre. Docteur Cabrol, je reviens à vous. Un observateur a déclaré que si le virus Ebola avait éclaté à Londres, New York ou Paris, il y aurait eu un remède aujourd'hui. Quelle est la place de tests cliniques de vaccins dans vos priorités? Aujourd'hui, si l'épidémie avait démarré à Londres, je pense que les conséquences n'auraient pas été les mêmes en raison du niveau médical ou du niveau de suivi ou du niveau du système de santé. Par contre, je ne pense pas qu'il y aurait eu aussi rapidement le développement d'un vaccin ou d'un traitement. Je pense que comme c'est très bien expliqué dans votre reportage, la recherche prend du temps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prises pour accélérer les processus de validation de médicaments ou de vaccins. Et maintenant, il faut attendre ces résultats. Il faut quand même noter que sur le ZIMAP, le traitement qui a été utilisé, il y a 2 personnes qui l'ont utilisé, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui font que ces personnes ne sont pas décédées. Et un cas en Espagne qui a été traité et décédé. Rapidement, Anne-Luc, quel est le débat en cours sur l'accès aux médicaments expérimentaux? Rapidement. Oui, il y a beaucoup d'intérêt dans ça, dans les rues de Monrovia. Quand j'étais à West Point même, les gens m'ont demandé, ils m'ont dit, oui, pourquoi pas, est-ce qu'ils ne nous envoient pas les médicaments? Alors, il y a une vraie confusion, il y a vraiment besoin de plus de sensibilisation sur ces drogues-là et sur ces traitements. Voilà, nous allons faire une petite pause, mais avant cela, voici un extrait du message du président Obama à l'Afrique. Stopper cette maladie ne sera pas facile, mais nous savons comment le faire. Vous n'êtes pas seuls. Ensemble, nous pouvons soigner ceux qui sont malades dans le respect et la dignité. Nous pouvons sauver des vies et nos pays peuvent travailler ensemble pour améliorer la santé publique afin que ce genre de flambée ne se reproduise plus. Dans cette tâche urgente et dans la construction d'une Afrique plus forte et plus prospère, vous continuerez à trouver un partenaire en moi et dans les États-Unis d'Amérique.
La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable. La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes. La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes. La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat. La VOA, toujours au cœur de l'actualité. Toujours avec vous. Restez informés. Merci de rester avec nous et je voudrais accueillir à nouveau nos invités, M. Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, qui nous a joint au téléphone depuis Djerra, le docteur Jean-Clément Cabrol, directeur des opérations de Médecins sans frontières, qui nous parle depuis Genève, et notre correspondante à Dakar, Anne Luc. Nous allons reprendre notre discussion sous peu, mais d'abord, jetons un coup d'œil sur quelques-unes des opinions exprimées sur notre page Facebook. BG Pascal, félicitations, Monsieur le Président. Vous disposez d'un laboratoire de pointe à Atlanta qu'il faut absolument mettre à contribution pour endiguer cette épidémie qui devient une pandémie. Tidiane Barry, lui, dit que l'Ebola est une arme biologique, elle n'est pas une épidémie naturelle. Pourquoi l'Afrique n'a pas droit aux médicaments Zima? Pourtant, tous les hommes ont droit aux soins de santé. Et Anicet Samba dit ce qui fait mal au cœur, c'est que l'Ebola devrait préoccuper nos chefs d'État qui, au contraire, ont les yeux rivés sur le changement de leur constitution. Ils ont le cœur tourné à la richesse. J'aimerais poser une question fondamentale. La première épidémie d'Ebola a été détectée en 1976. C'est une maladie mortelle, mais évitable, attrapée à l'origine par la consommation de viande de brousse infectée. En l'absence de vaccins et de traitements, pourquoi n'y a-t-il pas eu un programme de sensibilisation efficace contre cette maladie? Monsieur le ministre Numbi, c'est la 7e épidémie d'Ebola, vous l'avez dit d'ailleurs, dans votre pays. Est-il possible de prévenir d'autres maladies, d'autres épidémies? Je pense qu'il y a deux choses importantes pour la prévention. C'est d'abord la sensibilisation de la population et l'amélioration de l'hygiène hospitalière dans la plupart de nos hôpitaux. Mais il est difficile, sincèrement, je dois le dire, de dire qu'on ne peut pas avoir une autre épidémie tant que la population va aller dans la brousse pour aller chasser. Donc le contact entre l'homme et l'animal va rester permanent, mais c'est que là où nous devons mettre des efforts, c'est justement pour expliquer à la population que le contact de l'homme avec un animal mort ou un animal malade doit être évité le plus possible. Parce que si nous le faisons, ça nous permettra d'éviter. Et deuxièmement, c'est de pouvoir justement essayer de voir comment on peut détecter ou faire le diagnostic de la maladie, faire l'alerte le plus tôt possible. Nous avons eu la chance, cette fois-ci, la maladie s'est déclarée au début du mois d'août et la riposte a commencé au mois d'août, mais généralement, nous commençons la riposte 3-4 mois après, parce que généralement, Ebola, quand il se déclare, surtout pour les 6 premières épidémies, et même celle-ci que nous avons, c'est toujours en superposition à une autre maladie infectieuse qui est épidémique, soit le paludisme, soit une fièvre typhoïde, une shigellose. Et cette superposition rend difficile justement la détection des premiers cas. Donc la sensibilisation doit continuer, mais actuellement, il est difficile de dire qu'on peut prévenir une nouvelle épidémie tant que l'homme et l'animal restent en contact. Merci, Monsieur le ministre. Je vais me tourner vers le docteur Cabrol. Docteur Cabrol, quels sont les pays qui ont réagi plus efficacement contre la maladie que d'autres et qu'est-ce qui fait la différence? La différence, je pense, c'est un peu comme le mentionne Monsieur le ministre au Congo, c'est la transparence sur la maladie et c'est une réaction rapide. Mais la difficulté vient vraiment à l'identification des premiers cas. Malheureusement, aujourd'hui, un des signes qui alerte, c'est la mortalité au sein des personnels de santé.
Donc les pays réagissent, mais il faut vraiment cette volonté politique de ne pas cacher la maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'extension de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, il faut que ça soit un point qui est très important pour passer la bonne information aux populations et éviter plus de cas. Merci, Dr Cabral. Monsieur le ministre, nous savons que la souche Ebola en RDC n'est pas la même que celle qui sévit en Afrique de l'Ouest. Toutefois, y a-t-il des leçons tirées de l'expérience de la RDC qui peuvent s'appliquer à d'autres pays? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons envoyé nos équipes il y a à peine quelques jours que nous avons rappelé la plupart de nos équipes pour venir d'abord terminer le problème que nous avons chez nous. Je pense que la première des choses, c'est l'appropriation de la lutte par la communauté. Je l'ai répété quand nous étions à Accra avec les ministres de la Santé de l'Afrique de l'Ouest, tant qu'il y aura des décès dans la communauté, tant qu'il y aura des cas qu'on va cacher, qui vont mourir dans les maisons, dans les domiciles des gens, nous ne sommes pas prêts à dire que l'épidémie va se terminer. Donc l'appropriation de la lutte par les communautés reste le point clé par lequel on doit passer. Deuxièmement, ce sont les funérailles. Aujourd'hui, ce matin à Djerra, nous venons de décréter que tout il y a comme enterrement, voilà, tout cas de décès nous vous perdons, monsieur le ministre. Oui, nous perdons, nous allons vous retrouver dans un instant. Anne-Louk à Dakar, sur la base de votre expérience personnelle, pouvez-vous comparer le Libéria au Sénégal où il n'y a eu qu'un cas diagnostiqué? Les Sénégalais ont-ils confiance dans leur système de santé et dans leur gouvernement? Moi, je trouve qu'ils ont peut-être plus de confiance, mais aussi, eux, ils ont eu les derniers 6 mois pour regarder ce qui se passe dans les autres pays. Alors, dès que l'annonce a été faite la semaine dernière à Dakar, les gens ont commencé à acheter du javel, à acheter du savon. On avait des imams dans les mosquées qui ont commencé à parler de ça, à encourager des gens à suivre des consignes du ministère de la Santé. Alors, je pense que peut-être c'est des différences de culture, mais aussi peut-être c'est l'expérience. Ils ont eu ce 6 mois-là pour se renseigner et pour voir les conséquences. Merci. Docteur Carole, les systèmes de santé locaux sont-ils simplement dépassés par cette maladie particulière ou bien sont-ils fondamentalement négligés et mal équipés? Souvent, les gens ne peuvent même pas accéder aux soins pour les maladies curables. Des deux, il y a quand même des systèmes avec certaines faiblesses. Ebola, par-dessus, le système s'effondre. Réellement, sur les premiers cas arrivés à Monrovia, quand on était arrivé à 1000 cas, un tiers des morts sont des personnels touchés, sont des personnels de santé. Après, derrière, il y a une psychose, on a peur d'aller dans les centres, mentionnés par le journaliste, des centres ont fermé. Donc ce qu'il faut voir dans les chiffres qu'on donne aujourd'hui, de 3500 cas, de 1900 morts, on ne parle que d'Ebola. Aujourd'hui, il y a des morts encore plus par manque d'accès aux soins pour les femmes enceintes, manque d'accès aux soins pour la malaria ou pour les enfants avec des diarrhées. Et là, pour l'instant, ces chiffres ne sont pas encore connus, mais et c'est pour ça que dans votre reportage, vous parlez d'une guerre, mais c'est réellement ça, c'est une guerre contre une maladie, mais aussi par ses conséquences humaines en termes de psychose. Anne-Louk, des gens ont déclenché des émeutes en rapport avec l'épidémie ou encore se cachent. Pouvez-vous nous parler d'une situation que vous avez vécue personnellement et qui illustre la peur et les frustrations des Libériens? Oui, moi, quand j'étais à West Point, les gens parlaient, ils disaient des choses comme oui, on ne croit pas en Ebola, on pense que ça n'existe pas. Mais quand je parlais avec eux encore, ils te disaient, ouais, personne ne nous a expliqué, nous, on n'a pas vu des personnes confirmées avec Ebola. Par exemple, il n'y avait pas de manière de tester les gens qui sont morts à West Point. Alors, c'est même pas certain que les gens avaient l'Ebola. Alors, c'est cette inquiétude, c'est cette peur qui existe. Mais aussi, j'ai vu un peu la frustration et aussi la tristesse. C'est ça qui m'a beaucoup frappée sur le terrain. J'ai assisté à l'enterrement d'une dame qui est morte. On pense qu'elle avait l'Ebola et on pense qu'elle a attrapé parce qu'elle est allée chez des gens pour prier sur les malades. Alors, j'ai vu sa famille qui était là en train de regarder des équipes avec le eau de javel et tout, en train d'enlever la femme de sa maison et de l'amener pour l'enterrer tout seul. Et j'ai vu cette angoisse qui existait pour la famille, qui ne pouvait pas faire la deuil pour
pour leurs parents. Merci. C'est vraiment ça qui m'a frappé, c'est cette tristesse. Merci Anne pour ce... Rapidement, avant de terminer, avant de vous lâcher Anne, comment les survivants de Ebola sont-ils perçus dans leur communauté, ceux qui survivent à Ebola? Et quel rôle peuvent-ils jouer dans la société? Oui, il y a toujours des stigmas sur eux, il y a toujours des gens qui ont peur de venir chez eux. Et ça, et aussi pour les gens qui travaillent, qui font les enterrements, qui travaillent dans les centres de traitement, eux aussi, ils subissent un stigma dans la communauté. Mais moi, quand je parle avec des experts, ils me disent qu'en fait, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont survécu. Eux, ils peuvent être des messagers très, très forts pour sensibiliser la population. Voilà. Merci Anne et bonne soirée à Dakar. Docteur Cabrol, la présidente de MSF, a fait remarquer que votre organisation a appelé le monde à agir depuis des mois. Elle a parlé du besoin pressant de matériel allant des équipements de protection aux hôpitaux de campagne. Comment jugez-vous la réponse de la communauté internationale? Aujourd'hui, clairement, cette réponse est insuffisante. Le message que vous avez passé du président Obama, je pense, c'est un message de soutien fort. Mais maintenant, il faut passer des paroles aux actes. Il y a besoin d'équipes spécialisées, il y a besoin d'organisations qui aident les gouvernements. Et là, je parle pour l'Afrique de l'Ouest, à gérer les effets latéraux, bilatéraux de cette épidémie. Et ces moyens-là sont insuffisants. Sur Monrovia seul, nous, on a un centre de 200 lits. Il faudrait pratiquement plus de 1000 lits d'hospitalisation pour avoir une prise en charge correcte des patients sur Monrovia. Monsieur le ministre Numbi? Oui, je pense que pour ce qui concerne la RDC jusqu'à présent, la situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est sous contrôle. Avec les MSF, on a mis sur pied un centre de traitement de 12 lits parce que la situation n'est pas encore très critique sur terrain et nous allons dès demain déployer un laboratoire mobile. Ça nous permet déjà de détecter les cas et de connaître les cas confirmés immédiatement. Comme ça, on n'a pas de cas probables. Ça permet directement d'isoler les personnes qui sont concernées ou qui ont la maladie. Mais pour le reste, je pense qu'à travers le monde, il faudrait encore qu'il y ait plus de réactions. Et je pense pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, il faudrait qu'on mette un accent sur la prise en charge psychosociale. Parce que les psychologues cliniciens ont une importance capitale dans la sensibilisation des communautés pour que ces communauté puisse accepter la maladie, puisse... Merci, monsieur le ministre. Merci. Donc, au revoir et bonne soirée à Dakar. Anne Louk, notre invitée, notre correspondante au Sénégal. Je remercie aussi notre participant de Genève. Donc, monsieur le ministre Numbi, nous vous avons perdu. Je reviens donc sur le Dr Cabrol. Dr Cabrol, vous avez un dernier mot? Il faut agir maintenant. Comme vous l'avez mentionné, c'est une guerre, il y a une course contre la montre et cette épidémie est toujours aujourd'hui imprévisible. Et je pense qu'il faut réellement redonner espoir à ces populations avec différentes actions, des actions concrètes et pas que des paroles. Merci, Dr Cabrol. Je remercie donc nos participants, Anne Louk, Dr Cabrol et le ministre Numbi qui nous parle depuis Njera, en Équateur, en RDC. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Au revoir et à la semaine prochaine.